Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Antenne 2. À la une ce soir, l'Ucher, une nouvelle affaire en deux volets. D'un côté, les ventes d'armes françaises à l'Iran, de l'autre, une mise en cause du Parti socialiste, mise en cause qui semble de moins en moins évidente ce soir. Commentaires et explications dans quelques minutes. Gorbatchev scelle l'avenir de l'URSS, les réformes avant tout, il commente l'histoire, ménage Staline, condamne Brejnev et Trotsky. Nous écouterons le petit-fils de Trotsky, il vit au Mexique. 72 heures décisives pour une petite américaine de 3 ans. Tabata a subi la transplantation de 5 organes. 15 heures d'opération, la fillette se porte bien, disent ce soir les médecins. Deuxième journée de Jacques Chirac en Israël, matinée d'émotion à Yad Vashem, le sanctuaire de l'Holocauste. Après-midi politique avec la paix, la coopération franco-israélienne et les droits de l'homme. Thierry Champion passe l'Équatorien Andrés Gomez en 2-7. À Bercy, la première surprise et la chute d'une tête de série. Ce soir sur Antenne 2, duel français entre Henri Lecomte et Une Florian. journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Avant d'évoquer l'affaire Lucher, une affaire, vous le savez, qui a rebondi ce week-end et qui débouche aujourd'hui sur une contre-attaque du Parti socialiste, arrêtons-nous quelques instants sur une autre image symbole qui mérite, elle aussi, vous allez le voir, la une de l'actualité. Depuis 21 jours, à Carmaux, 13 mineurs étaient enfermés à 230 mètres sous terre. 21 jours de protestation et de grève de la faim pour s'opposer à la mise en place d'un plan social de reclassement. Aujourd'hui, les mineurs ont cessé la grève de la faim. 3 d'entre eux sont même remontés à la surface, mais les autres s'accrochent. Ils s'accrochent désespérément au puits de mine. Le poids des hommes et de leur certitude face à la réalité économique. Un reportage de Françoise Joly. Le charbon à Carmaux, au fond de la mine, c'est fini. Il y a 2 mois, le dernier puits a fermé. Départ à la retraite, mutation, près de 700 personnes sont déjà reconverties. Reste le cas d'une 60aine de jeunes. Il y a 3 semaines, 13 d'entre eux sont descendus occuper le fond. Aujourd'hui, ils sont encore 10 à faire grève à 280 mètres sous terre. Les emplois qu'on leur a proposés ailleurs, moins bien payés, ils les refusent. Ou alors ces mineurs ne font pas l'affaire de leur nouveau patron. J'étais refusé tout le temps, sur ou un problème médical, ou un problème, comme je suis rentré à la mine jeune, je n'ai pas eu de qualification, ou si j'ai mes diplômes, je n'avais pas exercé, donc il y avait toujours un point qui n'allait pas. Et on m'a dit non, non, vous ne faites pas l'affaire, ou non, non, ça ne va pas. Et à la sortie, je suis toujours là où hier. En fait, là où hier, ils ne veulent pas la quitter. Ils ne conçoivent pas leur vie autre part, loin de cette région, de leur maison, de leur famille, ici, à Carmaux. Carmaux, c'est Carmaux, quoi. C'est le pays de la mine. Mon mari aime son travail, que ce soit au fond ou au jour. Et il y croit, moi j'y crois aussi. On sait qu'on peut rester à Carmaux. Et tout ce qu'on espère, c'est avoir des négociations le plus vite possible et que tout ça finisse. Et pour en finir avec cette grève, les mineurs demandent leur maintien dans ces houillères du centre-midi. Ils veulent conserver le statut de mineur, leur salaire entre 6 000 et 8 000 francs par mois. Leur solution, travailler à la découverte, cette mine à ciel ouvert près de Carmaux, dont l'exploitation doit durer encore 25 ans. Mais là, le nombre d'emplois est limité. L'effectif complet selon les charbonnages de France. La direction ne veut donc pas renégocier le départ de ces 60 jeunes. Nous avons prévu un effectif qui correspond à l'optimum économique du fonctionnement de Carmaux, centré sur la découverte et sur la coquerie. Et ce personnel n'a absolument pas sa place dans cet effectif. En 30 ans, 4 000 emplois ont été supprimés à Carmaux. Aujourd'hui, 10 hommes au fond d'un puits s'accrochent encore à leur mine. Social toujours, du nouveau pour la chapelle d'Arblay. Le tribunal de commerce de Nanterre vient de désigner le groupe Pinot Cascade comme gérant du premier groupe papetier français. C'est la solution que souhaitait apparemment le ministre de l'Industrie, Alain Madelin. Monsieur Madelin estime qu'il s'agit d'une bonne solution. Par ailleurs, les repreneurs rembourseront 1,5 milliard à l'État comme correspondant aux subventions versées à l'entreprise depuis l'année 1983.
Ouvert il y a plus de 18 mois, en février 86, l'affaire Luchaire a donc connu ces derniers jours une brusque accélération. Je vous rappelle brièvement les faits. Ce week-end, nos confrères de l'Express et du Point ont affirmé que le Parti socialiste aurait profité financièrement des contrats passés illégalement par la société Luchaire avec l'Iran. Depuis, vous le savez, les événements se précipitent. Charles Hernu, ancien ministre de la Défense, affirme qu'il ne portera pas le chapeau. Je cite ses propos. Le Parti socialiste demande la publication du rapport qui a mis le feu aux poudres. En fin de source judiciaire, on apprend aujourd'hui qu'au stade actuel de l'instruction, rien ne permet de mettre en cause le Parti socialiste. Le Point avec Olivier Lerner. La réaction du Parti socialiste ne s'est pas fait attendre. Jean-Jacques Kéran, le porte-parole, annonce que son parti va demander la publication du désormais fameux rapport Barba. Ce rapport, classé confidentiel défense, remis à André Giraud, est entre les mains de la presse. Affabulation, calomnie, le Parti socialiste dénonce une vaste opération politique et demande réparation. 3 jours avant les élections de mars 86, le ministre de la Défense de l'époque, Paul Quilès, avait déjà pris les devants en déposant une plainte contre la société Luchaire et son PDG, Daniel de Wavrin. Paul Quilès est bien placé pour savoir qu'aucune livraison d'armes ne peut échapper à la connaissance d'un ministre de la Défense en exercice. Il est au courant par l'intermédiaire de la CIEMG, c'est le comité interministériel d'exportation de matériel de guerre, qui donne l'autorisation d'exportation de volumes donnés de matériel d'armement et qui donne aussi la destination de ces matériels. Et là, en l'occurrence, en affaire Luchaire, il y a eu détournement. Une cargaison devait être livrée à certains pays et il se trouve qu'elle a été livrée à un autre pays, en l'occurrence l'Iran. Détournement, en effet. 450 000 obus ont été livrés à l'Iran par la Luchaire. Destination officielle, Brésil, Thaïlande et Pakistan. Mais les bordereaux de livraison sont des faux. Ces munitions alimentent aujourd'hui l'armée iranienne. Mais selon le rapport Barba dès 1984, la DGSE aurait alerté le ministère de la Défense de l'existence même de ce trafic. Charles Hernu conteste ce point du rapport. Autre point formellement contesté, celui qui souligne que le PS aurait touché une commission. Le PS contre-attaque. Paul Quilès s'indigne et dénonce l'amalgame entre les faits, l'affaire du détournement, et les accusations portées à l'égard du PS. Il est, encore une fois, je le répète, très choquant que les informations de ce rapport, que je ne connais pas, dont je n'ai pas eu connaissance, soient ainsi répandues dans l'opinion publique. Et plus grave encore, que l'on mélange des éléments qui, semble-t-il, sont des faits indiscutables, ceux qui m'ont amené à déposer la plainte, et toute une série d'hypothèses et d'accusations très graves qui sont mises au conditionnel. Le mélange entre ces faits et ces accusations conditionnelles crée un climat tout à fait détestable et en tout état de cause qui, par certains aspects, frise la calomnie. Le dossier n'est pas refermé pour autant. Un gros point d'interrogation demeure. Qui, au ministère de la Défense, a couvert cette opération? La réponse n'est pas dans le rapport Barba. Monsieur Méhaignery, bonsoir. Dans une vingtaine de minutes, vous serez en direct sur Antenne 2, l'invité de l'heure de vérité. Alors, comment est-ce que l'homme tranquille de la majorité, barriste et apprécié, semble-t-il, du président François Mitterrand, réagit devant ce genre d'affaires? C'est une affaire qui apparaît grave. Et ça doit être pour moi un électrochoc pour l'ensemble des partis politiques. Il faut à tout prix parvenir à un contrôle du financement des partis politiques, et sur leurs dépenses, et sur leurs recettes. Et je crois devoir rappeler ici un premier résultat obtenu par la famille politique que je préside, le CDS, c'est l'interdiction de la publicité politique à la télévision pour les partis, car c'était encore une source de financement supplémentaire. Vous serez suivi par les autres partis politiques ? Je crois que les événements que nous connaissons et qui créent un climat détestable doivent conduire tous les partis politiques à se mobiliser sur un financement beaucoup plus clair et contrôlé des partis politiques, je le crois. Petite question annexe, Monsieur Méhaignery. Vous avez souhaité que votre homologue allemand, Oskar Schneider, soit présent sur le plateau ce soir. Permettez-moi de lui poser une question. Moi, j'ai l'impression qu'en Allemagne, le public et la classe politique sont beaucoup plus durs avec ceux qui sont mouillés dans les affaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le ministre ? Depuis 1984, nous avons une législation extrêmement stricte en la matière. Et tout homme politique qui commettra une infraction aura des conséquences fâcheuses pour sa carrière. Vous pouvez nous citer des exemples? Il y avait le cas du comte Otto Landsdorf, par exemple.
C'est une affaire qui est maintenant terminée. On a refermé le dossier, mais il y en a eu bien d'autres. Le principal problème, c'est qu'il n'y avait pas de réglementation claire à ce sujet. C'est pourquoi en 1984, on a décidé de créer une nouvelle réglementation. Et maintenant, tout le monde doit s'y tenir, car sinon ce serait la fin d'une carrière politique si un homme politique ne s'y tenait pas. Merci messieurs et à tout à l'heure sur le plateau de l'heure de vérité à partir de 20h30. Je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent d'ores et déjà poser des questions à Pierre Méhaignerie en composant le 47 87 11 11 précédé du 16 et du 1 si vous appelez de la province. Staline, suspecté d'avoir commis de grossières erreurs politiques. Trotsky, accusé d'avoir provoqué des scissions au sein du Parti communiste. Deux réflexions importantes formulées ce matin par Mikhaïl Gorbatchev à l'occasion du coup d'envoi du 70e anniversaire de la Révolution d'octobre. Après avoir commenté l'histoire, le numéro 1 soviétique a lancé une mise en garde contre les montées des forces conservatrices. Un discours de 3 heures prononcé devant une assemblée qui réunissait tout ce que l'URSS et le monde communiste comptent de puissant. Thème, la restructuration, et Mikhaïl Gorbatchev a pris date devant l'histoire. Pour dénoncer à voix haute cette fois-ci les grossières erreurs politiques commises par Staline et son entourage, culte de la personnalité, répression arbitraire. Un coup de chapeau remarqué au courage du camarade Khrouchtchev, mais ces tentatives de changement reposaient sur une démocratisation insuffisante. Une classique dénonciation des 20 ans de stagnation brejnevienne et une remarquable discrétion sur les deux prédécesseurs de M. Gorbatchev, pas un mot sur M. Andropov et Tchernienko. Même quand on cite abondamment Lénine, l'histoire récente reste chose délicate. Les réformes économiques et politiques de M. Gorbatchev ne manquent pas d'adversaires intérieurs. Dans les 2 ou 3 ans à venir, les conservateurs mettront tout à profit pour discréditer la restructuration. Cela, le chef du Kremlin a tenu à le dire lui-même. Oui, Jean-Marc Elios, on a l'impression que Gorbatchev n'a pas tout à fait les mains libres, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Disons, pas exactement, mais disons que le numéro 1 soviétique est bien conscient qu'il est loin d'avoir convaincu tout le monde chez lui. Alors Staline, dénoncer Staline, cela rassure les intellectuels, les scientifiques, voire les occidentaux. Mais les puissantes organisations d'anciens combattants n'aiment guère que l'on touche à leur vénéré chef de guerre. Et ce matin, M. Gorbatchev a bien pris soin de trouver aussi quelques qualités au camarade Staline. Économie, plus de discipline, moins de subventions. Dans les usines, la base grogne. Travailler plus et peut-être demain acheter moins. M. Gorbatchev n'a pas promis que des roses. Politique enfin, beaucoup de cadres du parti qui ont peur de perdre de leur pouvoir espéraient bien changer de génération sans changer de politique. Au total, encore beaucoup de soviétiques à convaincre. Revenons quelques instants sur le discours de M. Gorbatchev. Il y a bien longtemps que le nom de Trotsky n'avait été vraiment évoqué en public, tout au moins en URSS. Chez nous, en Europe de l'Ouest, certains parlaient récemment d'une possible réhabilitation. Et de l'autre côté de l'Atlantique, au Mexique, le petit-fils de Trotsky comptait visiblement sur un geste, ne serait-ce que petit, du numéro 1 soviétique, sans pour autant parler de réhabilitation. Corinne Pertuis. Il savait que le coup allait venir, non? Que c'était inexorablement, il allait souffrir un attentat, que Staline finirait par l'assassiner, ça il le savait parfaitement. Après l'attentat raté de mai 40, Trotsky transforme en bunker la maison dans laquelle il vit avec sa femme et son petit-fils à Mexico. Le 20 août de la même année, le coup fatal lui est porté par son secrétaire, en fait un agent de la GPU. Je retournais de l'école, c'était environ 5 heures de l'après-midi. Je suis allé en direction de la bibliothèque et par la porte entrouverte, j'ai vu mon grand-père allongé par terre, non, entouré de tous ses camarades, de Nathalie. Il a eu encore la présence d'esprit de donner des ordres, non, de dire cet enfant, mon petit-fils ne doit pas avoir cette scène, éloignez-le de ça. Créateur de l'Armée rouge, président du Soviet de Saint-Pétersbourg en 1905, théoricien marxiste, Lev Davidovich Bronstein, dit Trotsky, cristallise bientôt la ferveur et la haine. Il dénonce les dangers du bureaucratisme, prône la révolution permanente internationale. Il s'oppose à Lénine sur la notion de dictature du prolétariat. Traité de petit bourgeois contre-révolutionnaire, il est banni en 1927. Lui, ses amis, Staline n'aura de cesse de les poursuivre.
Il n'a pas essayé, sinon il a réussi, non? C'est-à-dire il a tué les fils, il a exterminé presque toute la famille. Non? Pas seulement les amis, mais tous les compagnons d'armes de Lénine furent liquidés dans les purges que réalisa Staline, en base à des mensonges et des accusations monstrueuses tout à fait fausses. 1987, le temps des photomontages est, paraît-il, terminé. Mikhail Gorbatchev réclame la vérité historique. L'aile droite des révolutionnaires, Boukharine, Zinoviev, Kamenev, a une chance d'être réhabilitée. Le nom, peut-être même l'image de Trotsky, pourrait réapparaître dans les manuels d'histoire soviétiques. Enfin, on ne peut pas demander d'un jour à l'autre des changements, mais tout de même, la direction qu'a pris M. Gorbatchev est très louable. Rétablir la vérité, d'ouvrir les fenêtres de l'information, de la vérité, de tout, un jeu démocratique dans les fabriques aussi. Enfin, je pense que c'est un bon commencement. Contrairement aux rumeurs, Trotsky ne sera pas réhabilité, même par Mikhail Gorbatchev, qui le considère toujours comme un ennemi du léninisme. Mais pour la première fois, au sommet de l'État soviétique, le secrétaire général en personne a prononcé son nom. Jacques Chirac en Israël, prière et recueillement ce matin sur les lieux qui commémorent l'Holocauste. Cet après-midi, devant la Knesset, le Premier ministre a plaidé une nouvelle fois pour une conférence internationale sur le Proche-Orient. Il a également affirmé qu'il ne se rendrait pas à Damas en Syrie tant que ce pays ne fera pas un geste significatif envers les Juifs syriens qui désirent immigrer en Israël. Jean-Louis Le Sen. Jamais nous n'oublierons ceux qui ont payé un si lourd tribut pour préserver la liberté de la France, pour sauvegarder les valeurs universelles de notre civilisation commune. C'est l'image forte de la journée. Jacques Chirac à l'Institut Yad Vashem qui perpétue à Jérusalem le souvenir des martyrs et héros de l'Holocauste. Le Premier ministre se dira bouleversé. Deuxième temps fort cet après-midi, la visite à la Knesset. Discours chaleureux du président, même si l'absentéisme au Parlement israélien est aussi important qu'ailleurs. Entre-temps, M. Chirac n'aura pas ménagé sa peine. Il aura vu toutes les personnalités qui comptent de l'État israélien, à commencer par le Premier ministre en exercice, M. Shamir. À toutes, il aura expliqué que les temps ont bien changé depuis les petites phrases acerbes du général en 1967 et qu'on peut être aujourd'hui héritier du gaullisme et aimer Israël. Évidemment, il subsiste des divergences et des divergences de taille entre les deux pays, mais ce voyage est avant tout un voyage d'atmosphère. Accueillir par exemple les familles de refusniks retenues en URSS vaut les honneurs des gazettes au chef du gouvernement français. Bien sûr, Jacques Chirac est également reçu ici en tant que candidat virtuel à l'élection présidentielle de 88. Une raison de plus pour ses interlocuteurs de le choyer et pour lui de manifester aux Israéliens des sentiments d'estime et d'amitié, même si le Premier ministre répète qu'à son avis, le vote juif n'existe pas en France. Tout au plus reconnaît-on dans son entourage qu'un bon voyage en Israël ne rapporte pas une seule voix, mais qu'un mauvais peut en faire perdre beaucoup. Alors, toutes les conditions ont été réunies pour que celui-ci soit réussi. Au Canada, la mort de René Lévesque, l'ancien Premier ministre du Québec, avait 68 ans. Certains affirment qu'il personnalisait à merveille l'intuition au pouvoir, un pouvoir qu'il avait occupé, je vous le rappelle, pendant près de 9 ans. Récemment, lors du sommet de la francophonie, Paul Nahon avait rencontré René Lévesque. L'homme était revenu à ses premières amours, le journalisme. L'espace d'un sommet, René Lévesque était revenu à ses premières amours, le journalisme. Journaliste pour la télévision canadienne, c'était lui qui avait couvert la réunion des pays francophones à Québec en septembre dernier. La tenue à Québec de ce sommet lui tenait particulièrement à cœur, lui le chantre de la francophonie, lui qui avait réussi en tant que Premier ministre en 1977 à imposer le français comme seule langue officielle au Québec. La France, le français étaient ses raisons de vivre. Je l'avais rencontré au cours de ce sommet. Un sommet comme celui-ci, ça sert à quelque chose vraiment? Écoutez, à tout point de vue, vous pourriez poser la question, à quoi sert l'ONU? On passe son temps à dire, bon, ben, l'ONU, il n'en sort pas grand-chose, mais si l'ONU n'était pas là, il faudrait l'inventer, malgré tout. Et si le sommet francophone n'existait pas, il faudrait l'inventer? Ben, moi, je crois qu'après 20 ans de tergiversation, c'est le temps. Vous savez, un exemple simplement, sans compter tout le reste. Un exemple. Vous avez des poussières de pays qui s'appellent la Dominique, l'île Maurice, les Seychelles, qui sont à la fois dans le club
encore très fragiles, débutants de la francophonie, et également dans le Commonwealth, pour des raisons historiques, etc. Un à un, ces petits-là, ils comptent pas, ils n'existent pas. C'est au moins une chance pour les tout petits et les pauvres de se faire entendre à l'occasion. Il me semble que, sans compter tout le reste, un sommet, quel qu'il soit, même si c'est plutôt ennuyant, c'est ennuyeux comme un jour de pluie, pour ceux qui regardent ça de l'extérieur autour, c'est important. Monsieur François Mitterrand, le chef de l'État, vient d'adresser un message de condoléances à la veuve de René Lévesque. Il écrit notamment le Québec a perdu l'un de ses plus illustres hommes d'État. Voyons rapidement les autres télégrammes de l'étranger avec Rémi Roche. Le dollar confirme sa tendance à la baisse sur les marchés monétaires internationaux et notamment par rapport au mark allemand et au yen japonais. Stabilité du franc français qui reste pourtant fragile. Pour cause de Toussaint, la bourse de Paris était fermée aujourd'hui à New York après une ouverture à la baisse. L'indice Dow Jones est à la hausse. Dominique Servel, le médecin français qui avait disparu au Salvador depuis 12 jours, est sain et sauf et en sécurité. Le Secours populaire français dont elle est membre précise qu'elle a dû se cacher pour échapper à l'armée salvadorienne. La nouvelle de sa localisation est confirmée par le Quai d'Orsay. Moderne et décontracté, Zhao Ziyang, 69 ans, le nouveau secrétaire général du Parti communiste chinois. Plus jeunes, les membres de l'équipe dirigeante, également élus après 8 jours d'un congrès qui a marqué un net avantage des réformateurs sur les conservateurs. En fausse retraite, Deng Xiaoping garde le contrôle de l'importante commission militaire du parti. Aux États-Unis, une première chirurgicale qui ne passe pas inaperçue. Les chirurgiens de l'hôpital de Pittsburgh ont réalisé une quintuple transplantation d'organes sur un enfant de 3 ans. L'opération a duré près de 15 heures et aux dernières nouvelles, la petite fille se porte bien. Alain Labouze. Cette petite fille de 3 ans était condamnée. Une malformation congénitale de l'intestin l'empêchait en effet d'absorber toute nourriture solide. Son système digestif se trouvait dès lors fragilisé et la seule solution pour la sauver était de tout remplacer. Un morceau d'estomac, l'intestin grêle, une partie du côlon, le foie et le pancréas. La vie de Tabitha Foster n'était suspendue qu'à un fil, mais sa mère continuait d'y croire. Elle a été tant de fois aux portes de la mort. C'est un bébé miraculé. Dieu est avec elle. Les chirurgiens de l'hôpital de Pittsburgh décident alors de tenter le tout pour le tout. L'opération de la dernière chance qui consiste à transplanter sur la petite Tabitha les 5 organes prélevés sur un bébé décédé à l'âge de 2 mois. L'opération va durer 15 heures au bout desquelles le chirurgien Thomas Starzl se déclarera optimiste. Il est encore trop tôt pour affirmer que Tabitha s'en sortira définitivement. Mais une nouvelle fois, les chirurgiens nous ont montré qu'en matière de transplantation d'organes, tout était possible. Le sport, Jean Mamère, on commence par un coup de chapeau à une petite Française qui marche bien. C'était hier dans les rues de New York. L'on connaissait Jocelyne Vilton, 3e au championnat du monde de Rome, et l'on découvre grâce à New York Françoise Bonnet, 2e hier du marathon de New York, grâce à un finish éblouissant sur Central Park. Et pourtant, elle avait débuté très mal, comme elle l'a expliqué à notre correspondant, notre envoyé spécial, Paul Naon à New York. En début de course, j'étais pas très bien. Pendant les 10 premiers kilomètres, d'abord j'appréhendais. J'avais peur de partir trop vite, peut-être, de ne pas pouvoir tenir sur les temps que je m'étais fixés. Et puis je sentais pas tellement bien la course. Et puis ensuite, quand je suis arrivée à mi-parcours, au 20e kilomètre, je me suis sentie très euphorique. Je doublais des filles et c'est là que j'ai senti que j'allais réaliser quelque chose de bien. Et vous êtes senti porté par les spectateurs qui étaient autour? Ah oui, surtout dans Central Park, c'était formidable. J'avais même l'impression d'être sourde tellement les gens criaient. Et en plus, les gens encourageaient tout le monde. Et ils voyaient une femme, puisque j'ai terminé la course en boulet de canon, ils me voyaient doubler des hommes et ils étaient vraiment très impressionnés. C'est plus facile de courir avec un homme parce qu'il vous entraîne, il fait le lapin un peu? Peut-être pas qu'il fait le lapin, mais on se sent plus encouragé en fait, on se sent moins seul, voyez. Et donc pendant les 3/4 de la course, on a couru avec les hommes, on doublait des hommes, les hommes nous encourageaient, ils nous disaient chaque fois good luck, bonne chance, c'était vraiment formidable.
Elle a même doublé Roger Zabel, il paraît. Mais il a fini, hein. C'est un exploit. 2 heures plus tard. Oui. On attend la confirmation au championnat d'Europe. C'est pour cela bientôt. Se passera en avril à UU en Belgique. Et après la victoire de Sylvie Bornet à Minneapolis en octobre dernier, l'équipe de France sera sans doute très très forte. Ça peut faire mal. Le tennis, surprise cet après-midi à Bercy. Notre champion à nous fait merveille. Hein, c'était pas prévu ça. Enfin, on ne pensait pas. Thierry pour les intimes. Thierry est champion, a causé une agréable surprise en éliminant Andrés Gomez, tête de série numéro 4 du tournoi de Bercy et joueur numéro 9 mondial en 2-7 du vrai travail de champion. Thierry a été, il faut le dire, notamment au service, particulièrement précis et puissant, et quand nécessaire, un ace pour conclure son jeu. C'est bien fait. Thierry Champion a affiché une grande sérénité tout au long de cette partie, face, il faut dire, à un Andrés Gomez totalement hors du coup et qui a cherché son tennis tout l'après-midi. Besogneux au service et dans les retours, il a commis un grand nombre de fautes directes. Il a subi constamment le jeu très délié de Thierry Champion, très rapide en déplacement et auteur, il faut le dire aussi, de jolis coups d'audace, même sur cette balle de match. Victoire en 2-7, 6-3, 6-4, c'est bien pour un champion de France, surtout lorsqu'on sait qu'il n'est que 168e joueur mondial. En 2 mots, la suite ce soir sur Antenne 2 avec un match 100% français. 22h15, 23h15 sur Antenne 2, Lecomte contre Jean-Philippe Fleurian. La météo, on est toujours dans le brouillard, alors si j'ai bien compris. Effectivement, Henri, nous sommes toujours dans le brouillard. Les brouillards sont flemmards, les brouillards sont traînards, les brumes nous enrhument. Et les anciens avaient raison quand ils disaient que novembre est malsain et qu'il fait tousser des Toussins. C'est un dicton qui en dit long. En tout cas, pour demain, il fera plus frais, nous allons le voir dans une seconde. En attendant, la couleur du ciel, la voici pour la journée de demain. Vous verrez que sur la Bretagne, la Normandie, le Val-de-Loire, le centre, le nord-est, l'est, la Bourgogne, enfin bref, toutes les régions, vous voyez que je trace au-delà de mon petit crayon, donc les régions au nord de cette ligne que je viens de vous tracer, nous aurons des brouillards tenaces, des brouillards qui vont pratiquement rester toute la journée avec des nuages bas. Et puis au sud de cette ligne, le soleil réapparaîtra avec tout de même une petite nuance pour le pourtour méditerranéen où là nous assisterons à des entrées d'air maritime. Les températures, je vous le disais, sont à la baisse par rapport à celles d'aujourd'hui. Voilà bien longtemps que nous n'étions pas descendus au-dessous de 10 degrés. Voici un petit 9 degrés ici du côté de Nancy et nous aurons 10 degrés dans l'est avec une pointe à 22 degrés dans les régions de Corse et il fera ici, dans cette région-là, il fera 15 degrés ou à Auneau, en Eure-et-Loire, célèbre pour ses daims, les daims d'Auneau bien sûr, alors que demain nous célébrerons la Saint-Hubert et que le soleil se lèvera à 7h41 pour se coucher à 17h27. Prochain rendez-vous d'information, 20h30 exactement, l'heure de vérité avec Pierre Méhaignerie. 23h30, dernier journal avec Aubry Edler. Demain à 6h45, ouvrez l'œil comme tous les matins avec Télématin. À 8h moins le quart, l'invité des 4 vérités sera Jacques Chirac. Le Premier ministre répondra aux questions de Gérard Morin en direct de Jérusalem. En attendant, excellente soirée sur Antenne 2. Je vous retrouve demain, 20h. Bonsoir.